Magie du spectacle, nous étions sur la piste du cirque Bourman, et là, un décor, et soudainement, nous sommes dans la cafétéria d'Hélène et les garçons. Mais ça n'est pas Hélène qui va entrer, c'est une personne qui a été tirée au sort parmi l'ensemble des JD qui devaient participer à notre journée. Elle a été choisie par donc un tirage au sort en présence d'un huissier de justice, maître Malingret, huissier de justice boulevard Exelmans à Paris, pour animer cette table ronde. Elle s'appelle Lorraine Collat. Je vous demande de l'applaudir chaleureusement parce qu'évidemment, vous ne la connaissez pas, elle ne vous connaît pas. Ça crée un rapport un peu disproportionné. La voilà qui s'avance. Lorraine Collat. Installez-vous comme vous voulez. Vous avez devant vous 1 heure de table ronde. Vous allez pouvoir échanger pendant 1 heure. Au bout de 50 minutes, je passerai nonchalamment comme ça en bord de piste pour que vous compreniez bien qu'il va falloir conclure. Et puis, si ça ne marche pas, je ferai un 2e tour en chantant l'entrée des gladiateurs, le célèbre hymne de cirque. Voilà. Je vous laisse. Lorraine, tout va bien ? Tout va très bien, merci beaucoup. Cette voix délicieuse que vous avez, le tirage au sort a bien désigné la bonne personne. Je vous laisse les applaudir une nouvelle fois pour les encourager. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ça va être compliqué de passer après ce que vous venez de voir. D'après ce que j'ai compris, c'était assez émotionnel. Mais on va s'y attaquer avec notre magnifique panel du jour pour parler de oser le travail autrement. Oser travailler autrement, il me semble. Alors moi, je me suis pas présentée, je vais peut-être commencer par là. Donc Lorraine Collat, je suis responsable influence et prospective au CJD. J'ai rejoint l'équipe nationale le 7 novembre. Voilà. Merci beaucoup. Donc direct dans le grand bain. Alors en commençant au CJD, l'avantage c'est que j'ai assez vite compris que le travail occupait une position centrale dans le propos du CJD, dans ce que défend le mouvement. Et pour le coup, je sais que c'est quelque chose qui va être très incarné dans cette table ronde, puisque nous avons 4 magnifiques intervenants pour nous parler de cela. Juste une petite anecdote pour l'idée quand même. Quand j'ai passé mon entretien d'embauche au CJD, on m'a dit que l'objectif du CJD, c'était d'abattre le capitalisme. Et on avait commencé par parler de travail. Donc effectivement, quand on parle de travail, il faut aussi bien sûr penser la question des modes de production. Vous êtes tous dirigeants d'entreprise, donc vous le savez. Et pour la question du coup d'aborder oser travailler autrement, on ne va pas parler que des conditions de travail, on va élargir parce que les défis d'aujourd'hui qui se posent à la question du travail ne sont pas que des défis économiques, c'est aussi des défis écologiques, ça renvoie aussi à la question des modes de production, ça renvoie à la question de nos systèmes de croissance, de nos modèles socio-économiques et également bien sûr de la question de la consommation. Voilà, donc une table ronde très ambitieuse. Vous l'aurez compris, à la fin de cette heure, nous aurons toutes les solutions et vous rentrerez chez vous en sachant exactement comment on peut travailler autrement. Bon, peut-être pas aussi ambitieux que ça, mais on va s'y essayer. Du coup, je vais présenter nos merveilleux intervenants. Donc, nous avons à côté de moi Céline. Céline qui est donc agrégée de philosophie et chercheuse en philosophie du travail. Céline Marty, qui est également créatrice de contenu en ligne, je le souligne. Nous avons également à côté d'elle Arthur Aubeuf, qui est fondateur de Time for the Planet. Et apparemment très connu des JD. Nous avons Roxane Schulz à côté de lui, et nous pouvons l'applaudir également. Roxane qui est donc accompagnatrice en transition. Et nous avons à côté d'elle le merveilleux Benjamin Albi, qui est cofondateur de l'entreprise La Lilo, qui est une entreprise qui s'occupe d'aider les enseignants sur la pédagogie de la lecture. Merci beaucoup pour eux. Donc, on va commencer directement avec une première question pour Céline, si ça te va. Céline, tu es philosophe du travail. Et donc, la première question que je vais te poser, c'est quelle place le travail joue-t-il dans nos existences et comment est-ce que ça joue un rôle de socialisation notamment? Et petite question supplémentaire, on n'avait peut-être pas prévu, mais je vais me permettre, l'oisiveté sauvera-t-elle la planète? Merci beaucoup, Lorraine, pour ces questions très larges, disons. J'ai aussi publié un livre qui s'appelle « Travailler moins pour vivre mieux ». Donc, vous allez
tout de suite comprendre la direction de mon propos. Je le situe explicitement dans le contexte écologique, puisque toutes nos croyances, finalement, à l'égard du travail, toutes nos représentations du travail comme une activité centrale dans nos existences, l'idée que travailler beaucoup ferait de nous une belle personne, une bonne personne, que ça reflèterait aussi notre condition morale. Je pense que toutes ces idées vis-à-vis du travail doivent être remises en question dans un contexte de crise écologique où on ne peut plus se permettre de produire n'importe quoi, n'importe comment, toujours plus, à n'importe quelle condition, puisque ça met en péril nos conditions de survie sur Terre. Désolée, c'est beaucoup moins drôle que tout ce qui a été dit précédemment. Mais dans un contexte de crise écologique, je pense que nous avons besoin de sortir du productivisme, c'est-à-dire d'une vision qui considère qu'il faut toujours plus augmenter la production, que produire c'est toujours mieux que de ne pas produire, et donc peut-être que l'oisiveté pourrait un peu nous aider. Et cela va aussi de pair avec revenir sur notre conception de l'humain comme un animal producteur qui produit beaucoup, qui s'insère dans la société par son travail, puisque finalement cette vision-là de l'humain, elle nous empêche de questionner ce qu'on produit, le contenu de notre production. Et cette anthropologie finalement productiviste, elle est récente dans l'histoire de l'humanité. Elle n'est pas partagée par tous les peuples. Elle ne l'est pas notamment par les peuples non occidentaux. Et elle est née dans un contexte de capitalisme industriel qui nous a imposé un rythme de production et un rythme de vie effréné qui fait souffrir les êtres humains et qui fait du mal à nos écosystèmes. C'est ce système qui produit des burn-out, c'est ce système qui produit la destruction des ressources naturelles, qui nous amène à consommer des produits qui sont fabriqués à l'autre bout du globe, alors qu'on pourrait les produire en France. Ça, vous le savez bien quand vous êtes engagé sur ces enjeux de Made in France. Donc je pense qu'il faut qu'on revoie notre conception de l'humain et du travail. Et on a tout à fait le droit de dire que tout ce qui est produit n'est pas forcément légitime à être produit. Chaque production a un coût écologique majeur parce que chaque production consomme des ressources, que ce soit énergétique, là on a quand même beaucoup de ressources utilisées au-dessus de nous. Notre propre énergie, votre propre temps de travail, c'est votre énergie humaine et elle est limitée. Et donc, il faut réfléchir à comment bien l'utiliser. Il faut une réflexion sur l'usage adéquat, optimal de nos ressources. Mais un usage optimal, ce n'est pas un usage maximal. C'est un usage minimal. Comment on arrive à faire mieux avec beaucoup moins? Et oser repenser le rapport au travail, c'est aussi oser travailler beaucoup moins pour préserver aussi nos ressources. Et donc, il faut, je pense, se poser la question, pour chaque production, d'une part, quel impact elle a sur les écosystèmes en termes de consommation de ressources, en termes de consommation du travail humain, et d'autre part, de savoir si elle est vraiment légitime, si elle répond vraiment à un besoin. Cette question des besoins, parfois on l'a un peu oubliée. Elle est un peu revenue avec la crise sanitaire où on s'est interrogé sur les métiers essentiels et les métiers non essentiels. On a mis certaines populations de travailleurs au chômage partiel en leur disant « Bonjour, c'est la crise, mais on n'a pas besoin de vous ». Quand même très particulier comme réflexion. Ça a quand même heurté aussi les uns et les autres. Et je pense que cette question, il faut qu'on continue de se la poser. De quoi on a réellement besoin? Et de quoi avons-nous besoin aujourd'hui dans un contexte de crise écologique où nos ressources sont limitées? Quand on n'a plus d'eau, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait de l'agriculture ou est-ce qu'on refroidit des réacteurs nucléaires? Quand on n'a plus d'eau, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est dans un contexte de sécheresse, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que l'urgence, c'est pas de développer une énième marque de chaussettes. Qu'il va falloir se recentrer sur les besoins essentiels dans des contextes de limitation des ressources. Et finalement, l'abondance dans laquelle tout le XXe siècle nous a plongé la production et la consommation de masse, non seulement cette abondance, elle n'était pas réelle pour tous, mais surtout, elle est finie. Et donc, à partir de ce moment-là, comment on repense notre rapport au travail, notre propre rapport au travail, comment on essaye de travailler moins, d'arriver à faire avec beaucoup moins et de faire parfois mieux. C'est aussi ce dont vont parler les uns et les autres sur la semaine de 4 jours. Mais aussi
d'arriver à faire beaucoup moins et de se dire que le but, ce n'est plus de croître à tout prix. Et vous aurez tout à l'heure une table ronde sur la décroissance. La décroissance, c'est à un niveau macro, mais c'est aussi décroître son propre travail et sa propre production. Et donc travailler moins, c'est à la fois une réduction du temps de travail pour parfois travailler mieux, peut-être même travailler plus parfois, mais c'est aussi travailler et produire beaucoup moins en réfléchissant aux besoins de production dont on n'a pas vraiment besoin. Et là, je pense que vous connaissez des exemples comme ça autour de vous. Je vous en cite quelques-uns, mais je pense notamment à la marque de cosmétiques Lush, qui a choisi de quitter les réseaux sociaux et de ne plus faire de publicité, parce qu'elle considérait que c'était finalement un modèle de diffusion des idées, un modèle de mass média qui ne correspondait pas à ses valeurs écologiques. C'est un choix de réduire cette production, de se dire on ne va plus faire de publicité, on ne va plus investir de pub sur Instagram. De même, je pense par exemple à un glacier ardéchois qui s'appelle Terra Delis, peut-être que certains d'entre vous connaissent, qui a fait le choix de ne pas exporter ses glaces en Chine. C'est des choix de localiser la production, de localiser la distribution aussi, de ne pas chercher nécessairement à croître et à faire en sorte que les Australiens mangent des glaces ardéchoises, mais de se dire comment on satisfait nos besoins avec le minimum d'impact négatif, disons. Vous pouvez chercher à maximiser l'impact positif, mais ça passe toujours par une réduction de cet impact écologique. Donc je pense que cet éloge du suffisant qu'on fait parfois quand on réfléchit à notre propre consommation, essayer de limiter notre consommation des trajets en avion, essayer de limiter notre consommation par exemple de viande ou de produits carnés, eh bien, il faut le faire aussi dans le travail. Il faut essayer de réfléchir à ce qui est suffisant en termes de production et en termes de consommation de travail humain pour essayer de faire autant, mais aussi de faire moins avec beaucoup moins. Parce qu'on ne va plus pouvoir faire autant. Donc désolé, c'est pas très drôle, mais la situation ne l'est pas du tout et il faut en prendre conscience aussi. Et donc je pense qu'il faut aussi changer nos mentalités, nos croyances et nos pratiques de production. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous voulez faire ici, dans votre centre de jeunes dirigeants. Donc je vous invite à faire moins, à faire mieux. Et je pense que ce moins de travail, c'est pas forcément grave, parce que moins de travail, c'est aussi moins de stress, moins de consommation de médicaments, moins de café, moins d'alcool peut-être, et à la fin, peut-être qu'on s'en porte mieux. Ça, c'était risqué. Merci beaucoup Céline. Alors, moins d'alcool, je sais pas, moins de production qui ne sert à rien, c'est clairement l'un des axes. Il faut revenir sur l'alcool en France, hein, mais bon. Pour le coup, merci beaucoup. Alors, ça fait complètement le lien avec le propos qui est tenu par le mouvement et avec ce que vivent les jeunes dirigeants. Ils rappellent effectivement régulièrement, le mouvement rappelle quand même régulièrement la nécessité de travailler sur une production qui a du sens, et je pense que ça fait le lien aussi avec le mouvement qui se ressent aujourd'hui dans les demandes des jeunes actifs qui arrivent sur le marché du travail et qui demandent un emploi qui ait du sens et qui demandent de travailler pour une entreprise qui s'implique et qui s'engage. Et c'est pour ça que, pour le coup, le CJD défend ces aspects-là et s'y retrouve aussi évidemment dans un mouvement très engagé. Alors, tu questionnes la question des modèles de production. Du coup, je vais passer la parole tout de suite à Roxane qui va nous parler de ça. Roxane, tu mentionnais récemment sur les réseaux sociaux t'inscrire dans la ligne de Bruno Latour, qui est donc un philosophe qui a beaucoup pris la parole sur la question de la transition écologique et qui prônait la nécessité de ne pas revenir après la crise du Covid à des modes de production d'avant-crise. Est-ce que tu peux peut-être te présenter un petit peu et puis nous dire qu'est-ce que tu entendais par là? Oui, alors, bonjour à tous. Vu l'ambiance lumineuse, on a presque envie de dire bonsoir, mais si je dis bonsoir, vous allez penser à l'apéro, et là... Bon, voilà, donc bonjour. Roxane, moi j'ai rejoint une association qui s'appelle l'Institut européen de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, que vous connaissez peut-être, je l'espère, et sinon bientôt. Voilà, donc au sein de cet institut, on réfléchit et on promeut, on fait la promotion d'autres modèles économiques, des modèles économiques alternatifs, justement post-capitalistes et post-productivistes, donc je pense qu'on est au cœur du sujet. Effectivement, je rejoins tout à fait ce que nous disait Céline sur la question de repartir de nos besoins. Alors nous, on parle souvent
sphères fonctionnelles ou de fonctionnalités de la vie, comme l'habiter, se nourrir, mais aussi les questions de culture, évidemment. Enfin, voilà. Donc repartir en fait de nos grands besoins face à la nécessité effectivement de réduire les ressources que l'on utilise. Et donc ça, c'est vraiment une question qui est importante, de se dire qu'on peut diminuer les ressources matérielles que l'on utilise tout en augmentant les ressources immatérielles. Alors c'est un grand terme qu'on utilise beaucoup dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et dans les ressources immatérielles, on trouve notamment la confiance ou la coopération, ou les compétences. Des choses qui, en fait, qu'on peut faire croître sans abîmer notre planète et sans porter atteinte à nos écosystèmes, voire au contraire, en fait, se munir, se mettre en capacité, donc en pouvoir d'agir, de s'organiser pour faire autrement, en coopérant, en prenant soin des liens, alors à la fois avec les humains qui nous entourent et avec les vivants qui composent des écosystèmes qui nous permettent d'être là aujourd'hui ensemble. Voilà, donc cette question de peut-être shifter un peu, voilà, donc comme tu le disais, ça va parler de décroissance tout à l'heure, mais il y a une croissance qui est encore souhaitable, c'est celle finalement des talents et du lien en fait. Hein. Donc voilà, on peut se projeter dans une logique de développement, mais il faut vraiment définir ce que l'on met derrière cette question de développement. Et donc pour tout ça, effectivement, ça nous impose de repenser nos modèles de production. Et nous, en ce moment, on réfléchit pas mal à l'idée de sortir de l'idée de l'entreprise comme quelque chose de, comme, on va dire, une organisation qui serait isolée et qui serait souveraine, puisqu'en fait, elle ne peut exister que par ses liens aux autres, ses prestataires, ses clients. Et si on va encore plus loin, elle est dépendante au pétrole, en fait, donc aux ressources qu'on trouve dans la terre, et à l'eau, etc. Donc, ne plus penser l'entreprise comme un îlot souverain, mais penser une nouvelle figure entrepreneuriale. Alors nous, on aime bien utiliser des termes un peu barbares, donc on appelle ça des écosystèmes coopératifs territorialisés. Je vous ai perdu. Ce que ça veut dire, c'est tout simplement en fait, de penser l'entreprise en réseau, en coopération, à la fois en interne, dans la manière dont elle fonctionne, et en coopération avec celles et ceux qui l'entourent, les citoyens, les associations, les politiques, mais aussi les autres entreprises. Et tout ça, ce que ça permet, en fait, c'est de sortir de la logique aussi de la production de biens pour aller vers une logique de service. Et quand on parle de service, c'est penser pour quels bénéfices pour les utilisateurs. Et là, j'en reviens à mes questions de fonctionnalité de la vie, etc. Et donc, pour penser service, en fait, on se rend compte, je pense que vous vous rendez compte au quotidien, que justement, notre temps est limité et qu'on ne peut pas, en tant qu'entreprise, répondre en fait intégralement, potentiellement, à un besoin. Et donc, on le prend souvent par un petit bout. Voilà. Alors, on fait de la problématisation. Alors, quel pain point est-ce qu'on résout pour nos clients? Mais souvent, c'est un petit bout de la lorgnette. Dans le cadre de la transition écologique, il est nécessaire de sortir en fait de cette parcellisation, on va dire, de la réponse pour penser des solutions qui soient globales et intégrées. Intégrées, et comme l'a dit Céline, c'est prendre en compte aussi les externalités que l'on produit, qu'elles soient positives ou négatives. Alors moi, j'ai du mal avec le terme externalité parce que j'ai l'impression que ça devrait être au cœur de notre sujet, et quand on dit externalité, on a l'impression qu'on le met en dehors. Donc l'invitation de l'intégration, c'est bien de ce mouvement, voilà, de faire rentrer les externalités dans le modèle économique de vos entreprises. Bon, alors je vais éviter de me perdre, mais pour donner un exemple, peut-être, nous on travaille beaucoup avec le réseau Cocagne, peut-être que vous connaissez. Donc c'est une entreprise d'insertion par la production alimentaire et donc l'agriculture. Et eux, ils sont en train de travailler, on travaille avec eux sur la question d'écopoles territoriaux, donc de penser en fait la question de l'insertion, donc la question sociale, et la question écologique d'une souveraineté alimentaire à l'échelle des territoires. Donc là, je reprends le terme souveraineté, mais pour le penser à l'échelle du territoire. Donc on va sortir de cet isolement de l'entreprise. Et donc tout ça, ça a une implication évidemment sur la manière dont on travaille, les indicateurs qu'on va utiliser, puisque tout d'un coup, si on réintègre les externalités, forcément, ça nous demande de les évaluer, hein, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, ou alors on le fait de manière à la marge, enfin, on le traite comme une externalité
Donc, repenser cette question de l'évaluation, mais aussi et surtout repenser la manière dont on travaille ensemble. Donc, j'ai parlé de coopération tout à l'heure. Et la coopération, en fait, c'est pas quelque chose qui est inné. On en est toutes et tous capables, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Et ça demande beaucoup de temps. Donc, puisque c'est un peu la question centrale aussi dans ce qu'on vous invite à faire en osant repenser le travail, c'est la question du temps passé au travail. La question du temps, elle est clé parce que ça dépend ce qu'on appelle travail. Est-ce que développer nos ressources immatérielles, c'est-à-dire notre capacité à être en lien et à faire ensemble, pour moi, c'est un travail et c'est la plus noble manière de penser le travail. Pour autant, ce n'est pas du temps de travail productif au sens capitaliste du terme. Et je m'arrêterai là-dessus, juste sur un chiffre. Il y a un think tank qui s'appelle Autonomie, qui travaille sur le futur du travail, qui met ça en réflexion, et qui a sorti un chiffre qui a été cité par le Guardian récemment, qui disait que dans l'état actuel de nos niveaux de production, il faudrait qu'on passe le monde entier à la semaine de 9 heures si on voulait respecter, alors on n'aime pas les accords de Paris, mais si on voulait ne pas dépasser une augmentation de 2 degrés de la température d'ici 2050. 9 heures par semaine. Voilà. D'où ça va faire beaucoup de bière au bar. Non, donc tout ça pour dire que ça, c'est le temps de travail productif qu'il faudrait respecter. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait du temps qui reste? Qu'est-ce qu'on fait de nos gains de productivité? On peut les mettre au service d'autre chose. Complètement, merci beaucoup. Et surtout que pour le coup, le modèle, on peut l'applaudir, vraiment. Et surtout, ce qu'on se disait aussi, ça rejoint complètement ce que disait Céline. Et pour le coup, le modèle socio-économique, le soutien, la structure socio-économique d'une société dans laquelle la règle, ce serait de travailler 9 heures par semaine, nous ne l'avons pas. Et l'enjeu, c'est de le créer. Parce que je me tourne du coup vers Benjamin aussi, mais pour le coup, rien que de passer à la semaine de 4 jours, c'est quelque chose qui s'expérimente, c'est quelque chose qui se travaille, pour le coup. Et revaloriser ou valoriser une définition différente de l'activité humaine, y compris dans cette valorisation de l'immatériel, et tout ça, c'est aussi quelque chose qui se met au travail, pour le coup, et qui s'invente. Et donc, du coup, on est aussi là pour ça. Donc, je me tourne vers... je te remercie, Roxane, et je me tourne vers Benjamin. Alors, Benjamin, c'est pas 9 heures par semaine, Lilo, mais c'est 4 jours par semaine. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que ça a été pensé dans l'entreprise et quelles en sont, du coup, les logiques et les tenants et les aboutissants? Oui, absolument. On est plutôt autour de 32 heures en moyenne d'après ce qui est rapporté individuellement par les gens. Juste pour avoir une idée, qui est intéressé du 4 jours par semaine ici? Qui a déjà considéré le fait éventuellement d'implémenter ça? Ouais, il y a quand même pas mal de monde. Et auprès de qui est-ce que c'est une demande des salariés? Et vous n'êtes pas forcément pour, mais les salariés ont tendance à demander ce genre de truc? Pas trop? Ok. Donc, je me présente rapidement. Moi, je suis Benjamin, je suis Laylo. On fait une application d'apprentissage pour la lecture. Donc, on aide les enseignants de CP-CE2 à mieux apprendre à lire. Donc, on est basé en France, on est basé aux États-Unis. On a commencé il y a 7 ans. Donc, on a cru de 3 fondateurs à environ 35 personnes aujourd'hui. On a un modèle d'organisation, pour ceux qui connaissent Lalou, qui est un modèle Opal. Donc, avec beaucoup de décentralisation, de la prise de décision, beaucoup de transparence sur ce qui est fait. Donc voilà, pour on est ce cadre d'entreprise-là, on va dire. Et ce qui s'est passé il y a 1 an à Laylo, c'est que il y avait déjà pas mal de monde individuellement qui demandait est-ce que moi je pourrais passer au 4/5e, etc. parce que j'ai envie d'avoir plus de temps pour d'autres choses. La réponse était un peu on est dans un cadre Opal, tu prends du feedback des gens qui sont autour de toi, et si tu as envie de te passer là-dessus, tu te passes là-dessus, etc. Donc ça, c'était un peu le truc, et finalement, ça s'était jamais concrétisé pour aucune des personnes. Et puis en fait, les quelques personnes qui formaient ce groupe-là ont créé un comité, ont commencé à s'intéresser à ce qui se faisait. Donc je crois qu'ils avaient pas mal regardé les ressources de Welcome to the Jungle, qui je crois fonctionne aussi en 4 jours par semaine, et puis ils ont regardé les expériences des gens qui font du 4 jours par semaine aussi. Et du coup, on a ce comité-là qui s'est créé, et qui petit à petit a considéré à l'échelle de l'entreprise, qu'est-ce que ça voudrait dire de passer à 4 jours par semaine? Et en fait, le conseil que donnaient les gens qui sont passés par le 4 jours par semaine, c'est en fait, expérimentez-le. Et c'est un peu débile. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça débile.
je me suis dit, je suis plutôt du côté, on travaille 5 jours par semaine, de 9h à 19h, et puis voilà, c'est ça le travail, quoi. Enfin, ça dépend, chacun travaille comme il veut, mais moi, c'est plutôt ça mon background. Et du coup, je me disais, une expérimentation, c'est un peu débile, à quoi ça va servir, à part le fait de se dire, on a enlevé une journée dans la semaine, on a une journée de plus dans la semaine, je vois bien à quoi ça va ressembler, quoi. Donc j'étais un peu, à titre perso, j'étais un peu réfractaire. J'étais pas très convaincu de l'intérêt de faire une expérimentation, et ça me paraissait surtout être le doigt dans l'engrenage de après pas pouvoir revenir en arrière le cas échéant. Donc j'avais l'impression que c'était plutôt une non-décision ou une espèce de fausse décision qui est un peu cachée. Et en fait, on a fait cette expérimentation-là de 4 mois entre juin et mai l'année dernière. Et en fait, j'ai énormément appris. Donc je pensais passer, mes attentes c'était je ne vais rien apprendre, et le résultat c'était j'ai énormément appris. Et en fait ce que j'ai appris c'est, alors j'ai des apprentissages personnels et après il y a eu des apprentissages organisationnels mais organisationnellement si on dit 4 jours par semaine, faut maintenir de la redondance, donc ça veut dire il y en a qui font le mardi, l'autre le vendredi, donc il y a une question là. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus que 3 jours pour faire des réunions si tu veux avoir tout le monde, donc ça veut dire qu'il faut repenser son rapport le rapport organisationnel au travail pour les gens qui sont tout seuls dans leur équipe. Si jamais ils ont un taf qui est tourné vers l'extérieur, comment est-ce qu'ils font? Comment est-ce que tu trouves des solutions pour ces trucs-là? Donc en fait, ça a posé plein de problèmes organisationnels. D'un point de vue personnel, ça a permis plein de choses aussi parce que y a des parents qui ont pris leur mercredi en se disant je vais dédier mon mercredi comme ça à mes enfants, et du coup ça partait d'une très bonne intention. En fait ils se sont rendus compte que leurs enfants n'avaient pas du tout besoin d'eux le mercredi après-midi, quoi. Et donc finalement ils ont fini par prendre leur vendredi, et ce qu'ils pensaient initialement être une journée pour être des meilleurs parents, j'imagine, dans leur tête, finalement c'est transformé en une journée pour eux-mêmes, et qui serait appropriée quelque part parce que du coup c'est un temps sur lequel les enfants sont à l'école. À titre personnel aussi, il y a pas mal de changements. Il y a pas mal de changements que moi j'ai dû faire en tant que dirigeant. Vu que j'étais fondateur, je connaissais un peu tout dans la boîte, donc il y avait plein de choses que je faisais moi-même, de l'opérationnel, etc. Et du coup, ça m'a obligé à reconsidérer ce que je dois faire dans ma semaine et où est ma valeur ajoutée. Et en fait, au final, ça m'a permis de vraiment me reconcentrer sur là où je suis le plus efficace, ou là où j'ai le plus de trucs à apporter, et pas forcément sur des petites tâches pour dépanner à droite à gauche. Et même vis-à-vis de ma vie perso, ça m'a permis d'autres choses. Ce rapport-là, et donc si j'avais un seul conseil pour tous les gens qui ont levé la main, c'est en fait faites l'expérimentation parce que ça vous coûtera pas grand-chose à part un peu de bazar pendant 6 mois, mais si déjà vous êtes intéressé, c'est qu'a priori vous n'êtes pas contre le bazar. Donc ça vous fera un petit peu de bazar pendant 6 mois parce que il faut redéfinir les modes d'organisation, il faut changer un peu les choses, mais il y a un gain qui est énorme en termes d'apprentissage, et je pense que ça peut ne pas convenir à tout le monde. Nous, à l'issue de la phase d'expérimentation, il y a une question de OK, est-ce qu'on continue ou pas? Donc on a fait l'analyse du pour, du contre, etc. Je ne vous cache pas qu'il y avait quand même beaucoup d'adhérence au projet des 4 jours par semaine, mais en fait, nous, on a vu une baisse. Initialement, le mandat, et du coup, par contre, c'est un peu en opposition avec ce qui a été dit avant. Nous, le mandat, c'était plutôt, on essaie de conserver la même production. Donc ça veut dire augmenter la productivité sur les jours travaillés. Donc on a un peu augmenté la durée des journées en moyenne, d'après ce qui est rapporté. En gros, les gens travaillent une heure de plus dans la journée. Donc en gros, on a perdu une demi-journée de temps de travail, mais on a viré des réunions, on s'est reposé des questions d'amélioration d'efficience, etc. Et du coup, à l'issue, donc au final, en faisant l'analyse, on n'avait pas vraiment de perte de production vraiment mesurable. Ressenti un petit peu, mesurable vraiment et objectivable, non, pas trop de perte de production. Un énorme gain sur le bien-être des gens de manière générale, donc je pense que ça réduit effectivement largement le risque, les risques psychosociaux. Le fait d'avoir en fait 3 jours de pause fait que tu as vraiment le temps de déconnecter du travail, et ça réduit vraiment les problèmes pour les gens qui surinvestissent un peu au boulot, dont je fais partie d'ailleurs. Et donc il y a des vrais gains. Pour nous, ça a été assez limité en termes d'impact négatif sur la production. Mais potentiellement, ça dépend des boîtes. Et potentiellement, pour d'autres boîtes, ça pourrait ne pas marcher. Et nous, après, on a eu de la complexité pour implémenter vraiment le truc. Au final, il y avait des gens qui voulaient rester à 5 jours, qui ne voulaient pas bosser 4 jours. Donc comment est-ce que tu fais quelque chose qui est équitable si tu ne veux pas toucher au salaire?
et si je ne veux pas toucher au congé. Donc là, il y a une question de... eux, ils ont l'impression d'être lésés dans l'histoire parce qu'ils ont l'impression que les autres gagnent quelque chose, mais eux n'ont pas envie de changer de modèle. Ça pose la question... Enfin bref, ça pose plein de questions qui font que ça peut ne pas marcher parce que ça dépend des gens qui existent effectivement. Nous, on était vraiment sur une ligne de crête à la fin. On a failli dire, en fait, on ne fait pas un 4 jours par semaine, on fait une semaine condensée. Donc, on a des contrats horaires. Et du coup, les gens travaillent la semaine condensée. S'ils ne peuvent pas faire leurs heures en 4 jours, ils la font en 4 jours et demi ou en 5 jours. Et au final, on était sur une ligne de crête sur les derniers jours sur la prise de décision où en fait ça s'est renversé à la fin. Plutôt que de passer à la semaine condensée, on est resté sur la semaine de 4 jours. Et en fait, je pense que ça dépend vraiment des organisations. Et tout ça pour dire, faites l'expérimentation parce que vous ne prenez pas vraiment de risques si jamais ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse, vous ne prenez pas de risques parce que nous, tous les employés, ils savaient ils étaient conscients du fait que ça pouvait ne pas être concrétisé au-delà des 4 mois d'expérimentation. Et ils avaient l'air sincèrement OK avec ça, quoi. Ils disaient, OK, ça aurait été cool, mais on passe à autre chose. Et voilà. Donc moi, ce serait mon conseil. Merci beaucoup pour le coup. En fait, c'est aussi oser prendre le risque de mettre le bazar dans son organisation pour avoir quelque chose d'un peu mieux. Parce que c'est ce que Alors, c'est pas prendre le risque de mettre le bazar, c'est mettre le bazar et accepter de mettre... Oser mettre le bazar dans votre entreprise, c'est ça ce que tu dis. Parce qu'après, pour le coup, ça a des avantages et des bénéfices, notamment parce que c'est la question que tu présentes très bien de l'expérimentation d'un autre modèle. Alors, avant d'y revenir justement, sur la question du modèle économique, je vais me tourner évidemment vers toi, Arthur. Donc, tu travailles pour Time, tu as cofondé Time for the Planet et c'est une entreprise à but non lucratif. Quand même. Donc c'est aussi un autre modèle de production déjà dans l'application. Je vais te passer la parole tout de suite. Je pense que tout le monde ici, peut-être, en tout cas la majorité des gens, connaissent Time for the Planet. Et du coup, la question pour toi, c'est quelle est la place du travail dans le nouveau modèle écolo-économique que vous promouvez à Time for the Planet? Ok, bonjour tout le monde. Déjà, je voulais vous dire que je vous kiffe trop le CJD. Vous êtes tout le temps hyper chaud et franchement, parler de décroissance dans un cirque, c'est déjà la méritocratie en PLS. Alors, question assez large. Je pense que le vrai raisonnement, en tout cas que nous on a eu et que j'invite tout le monde à avoir, c'est pourquoi en fait. Pourquoi on fait des boîtes? Pourquoi on se lève le matin? Pourquoi on travaille 100 000 heures? Parce que c'est à peu près ce qu'on fait tous. À quoi ça sert? En fait, partons déjà d'ici parce que en fait, on a un peu perdu ça. Quand on regarde par exemple la définition d'une entreprise dans le Code civil, c'est un groupe d'individus qui se réunit pour générer des profits et les partager entre actionnaires. C'est quoi cette connerie? Comment on en est arrivé là en fait? C'est pas du tout ça le but d'une entreprise. C'est aberrant en fait qu'on ait écrit ça un jour. Une entreprise, c'est des gens qui se réunissent pour répondre à un problème, pour apporter des solutions à un réel besoin, parce que ça les stimule de faire ça et parce qu'ils trouvent ça cool d'organiser leur vie et de collaborer avec ces gens pour aider cette cause à avancer. C'est ça le but d'une entreprise, c'est né comme ça. Et c'est d'ailleurs génialissime une entreprise. C'est genre l'outil de collaboration le plus abouti que l'humanité ait jamais mis sur pied pour transformer le monde et le faire aller dans la direction qui normalement est la direction la plus souhaitable. Bon, on se rend compte qu'on a un peu foiré quand même. Il y a 2-3 trucs à changer. Et donc il faudrait qu'on se questionne sur pourquoi est-ce qu'on fait nos entreprises et qu'est-ce que chacun apporte. Les actionnaires, ils sont censés apporter de l'argent pour financer la réussite de cet objectif et l'avancée vers justement la réalisation, la réponse à ce problème. Les employés, ils apportent du temps, ils apportent des compétences, de l'énergie. Tout le monde apporte son petit truc, on le met en commun et c'est comme ça qu'ensemble, on participe à rendre notre vie plus cool parce qu'on s'implique dans un truc qui nous parle, qui nous plaît, qui nous fait vivre et auquel on a envie de contribuer pendant qu'on est là sur cette terre. Et donc, pour moi, une entreprise, il faut déjà se demander foncièrement à quoi elle est censée répondre comme problématique. Bon, je pense qu'on l'a bien dit, on a des grosses problématiques aujourd'hui et je pense que l'entreprise, c'est l'outil le plus efficient et le plus utile aujourd'hui si on veut mettre les humains en action pour répondre à nos challenges. Sur les indicateurs, du coup, c'est un peu ta question, je suis complètement en phase. En fait, ça rejoint toute cette histoire de pourquoi, au service de quels indicateurs on est. En fait, on travaille pour faire quoi? Parce que moi, si c'est travailler 100 000 heures pour transformer 1 euro en 2 euros, je préfère faire une grande sieste, en fait. Et si c'est pour en plus flinguer mon futur,
Ça n'a aucun sens. En fait, c'est ces questions qu'il faut qu'on se pose maintenant en tant que chef d'entreprise, parce que on est en finale de Coupe du Monde de rugby, je vais préciser quand même ici, et si on n'arrive pas à se demander quel est notre objectif et à quoi on contribue chacun en faisant notre part en tant que chef d'entreprise, en fait, on a déjà perdu, c'est même pas la peine de rentrer sur le terrain. Je pense que les indicateurs, ce qu'il faut qu'on fasse, et pour moi c'est ça aussi le changement post-capitaliste, ou on l'appelle comme on veut, qu'on est en train de vivre, c'est les diversifier, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus avoir un modèle macroéconomique et même microéconomique qui ne fonctionne qu'avec un seul indicateur qui est le PIB. Le PIB, cet indicateur flingué qui aujourd'hui n'est que l'ombre de notre capacité à détruire le monde, hein, clairement. Enfin, en gros, c'est ça le PIB, c'est je tue un mec ou je creuse un trou, je fais du PIB. Bon, c'est pas ouf comme truc, quoi. À quoi servent nos boîtes en fait? Donc il y a plein d'indicateurs qu'on peut mettre en place autour de la biodiversité, autour du climat. Nous, modestement, on a essayé de co-construire un indicateur qui s'appelle le dividende climat et qui permet de rémunérer nos actionnaires non pas en argent, mais en impact CO2 pour qu'ils puissent concrètement mesurer mais aussi piloter la boîte, parce que finalement c'est ce qu'on fait tous ensemble par rapport à cet indicateur-là. Mais il y a des dizaines d'autres indicateurs possibles, la qualité des sols, l'eau, etc. Voilà, on en a abordé. Mais en fait, il est temps que nos boîtes soient pilotées avec d'autres indicateurs, mais vraiment. Parce que les mesures douces, c'est plus possible. En fait, on est arrivé à un stade de la compétition où il faut complètement repenser nos boîtes. Et ça commence par ça. Ça commence par l'utilité fondamentale. Moi, je rêve que les codes de la réussite, ils changent et que dans 20 ans, on soit plus tous en train d'aduler des mecs qui ont fait une boîte qui fait des millions de dollars, billions de dollars, compagnie, machin. On s'en branle. Est-ce que tu brasses de l'utilité? À quoi tu sers, mec? Pourquoi tu te lèves le matin? Pourquoi tes employés ils viennent dans ta boîte? Parce que si tu ne sais pas répondre à ça, tu as beau faire des billions de dollars compagnie, on s'en branle. C'est pas le sujet. Donc, merci. Merci beaucoup. Ben voilà, je vais juste finir là-dessus, mais je pense qu'on est à un moment qui est génialissime. Moi, je voudrais le dire parce que je pense qu'il va y avoir pas mal d'interventions assez, peut-être un peu, voilà, qui peuvent nous bousculer un peu, mais en fait, c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. On a une chance folle d'être cette génération qui peut enfin faire changer un modèle qui a atteint ses limites et qui fait souffrir beaucoup de monde. Le modèle dans lequel on vit aujourd'hui, c'est effondrement du bonheur, effondrement de la santé mentale, effondrement de la santé tout court. En Occident, l'espérance de vie est en train de baisser. Effondrement complet du sens, effondrement écologique. Ce modèle est flingué. Ce modèle a atteint ses limites. Et nous, enfin, on a toutes ces bonnes raisons de réinventer un nouveau modèle. On peut le faire. Et ça va être cool en fait. Moi j'ai envie qu'on se dise que là on va vers un futur qui peut être incroyablement mieux que le présent dans lequel on est. Donc notre rapport au travail, il peut être mieux. Il faut qu'on sorte de la logique de ça va être moins bien, on va se faire chier, on va devoir se contraindre. Non, c'est pas vrai. En fait, ce qu'on peut proposer et ce qu'on peut faire, et on a toutes les clés en main en tant que chef d'entreprise, c'est quelque chose de mieux et de désirable. Donc faisons-le, on peut le faire. Merci beaucoup. Aïe, Voilà. aïe, 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 aïe. C'est tout. Bon, je vais pas faire comme si je l'avais pas vu. Non, mais ça a été un peu raboté parce qu'on est en retard, donc voilà. Très bien, très bien. On va faire vite. Alors, il nous reste du coup 10 minutes, si j'ai le compteur C'est ça, au bon endroit. Parfait. Donc, on se tourne du côté des solutions. Tant mieux, merci. Pour le coup, du côté des solutions, il y a un certain nombre de choses qui ont été évoquées déjà. Moi, là, je vais me tourner un peu vers la philosophe du travail qui est juste à ma gauche, avant de revenir aussi vers les autres rapidement. Il y a quand même, et tu l'as mentionné dans ton intervention, un enjeu à faire changer le point de vue sur le travail aussi. Parce que là, évidemment, nous, on est d'accord là-dessus. Mais dans l'imaginaire collectif, le travail, c'est pas encore quelque chose de positif, forcément. Et il y a notamment la question des bullshit jobs, il y a notamment la question de travail essentiel, pas essentiel. Donc l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on le reprend ça dans l'imaginaire collectif pour changer son rapport au travail, pas seulement par le haut et pas seulement avec les outils du type de la réduction du temps de travail. Céline, je te passe la parole. Merci Lorraine. Oui, alors c'est intéressant que tu dises, dans l'imaginaire collectif, le travail, c'est pas forcément positif. Parce que moi, j'ai à l'inverse l'impression qu'on est dans une société, dans une idéologie, dans une éthique où le travail est central et où le travail fait de nous une bonne personne. Et à l'inverse, on stigmatise la paresse, l'oisiveté, et travailler moins, ça paraît être vraiment scandaleux.
Et je pense qu'il y a même une sorte d'impensé parfois, même dans l'entrepreneuriat engagé, qui veut changer les choses, etc. Parce que parfois on est fier de dire qu'on travaille beaucoup pour changer les choses. Et ce faisant, j'ai l'impression qu'on reprend le productivisme capitaliste en disant mais vous inquiétez pas, on n'est pas des hippies écolos complètement délurés, on travaille beaucoup, on est très sérieux, Item for the Planet, je sais pas, tu nous diras votre rythme de travail. Je pense qu'il faut oser dire que travailler beaucoup, c'est pas forcément une bonne idée sur le long terme. On n'est pas capable de le faire tous à tous les moments de notre vie. Il y a des moments où on a des maladies, il y a des moments où on a besoin d'éduquer nos enfants, où on a besoin de prendre soin de nos parents, et on ne peut pas tout le temps être à fond dans son travail. Et donc déjà, je pense qu'il faut revoir beaucoup de notre conception morale du travail, parce que le travail, c'est pas une activité qui nous permet de gagner des bons points pour le paradis, c'est avant tout une activité instrumentale qui vise à répondre à des besoins. Et quand on le reprend dans cette définition un peu utilitaire, la question c'est combien d'énergie on met pour satisfaire quels besoins ? Et est-ce qu'on arrive à satisfaire nos besoins avec moins ? Et dans ce cas-là, tant mieux finalement. Ça va nous permettre de faire autre chose ensuite. Et ça ne fera pas de nous des mauvaises personnes. Donc, je pense que d'abord, sur nos représentations du travail, il faut arrêter de moraliser le travail et il faut en faire un problème politique et un problème économique de gestion des ressources. Le travail, c'est une ressource parmi d'autres. Et donc, c'est pas, l'usage de l'eau, ça fait pas de nous une mauvaise personne. Bon, quoique, là, sur les enjeux, quand on moralise les enjeux écologiques, on a aussi cette dimension morale. Il faut arrêter de moraliser tout ça et le prendre comme un problème politique. Nous sommes une collectivité. À quoi on veut dédier nos ressources ? Quelles sont les priorités ? Et donc, c'est des choix à faire collectivement aussi. Et je pense que parfois, on a l'impression aussi, en tant que chef d'entreprise, que toutes les décisions sont à prendre intrinsèquement tout seul parfois et que ça repose sur nos épaules. Je pense que c'est intéressant de penser des modèles d'entreprise où les travailleurs participent beaucoup plus à la prise de décision, comme ce que tu disais Benjamin, et où les usagers aussi parfois, les usagers, les clients peuvent suggérer des améliorations, peuvent dire ce qui pourrait être plus pertinent pour eux, un modèle de prise de décision qui soit finalement plus collégial et qui partage la responsabilité, puisque du coup, c'est pas une personne qui porte tout le fardeau sur ses épaules. Mais à nouveau, ce n'est pas un fardeau moral. Merci beaucoup. Du coup, je me tourne vers... Je me tourne du coup vers Roxane, bien sûr. Ouais, réaction rapide. Du coup, merci pour vos partages. Effectivement, là, tu nous parlais de comment est-ce qu'on prend les décisions. Et moi, je vous invite à réfléchir justement par rapport à cette prise de décision, de bien penser les choses à deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle la gouvernance, qui se situe à l'échelle opérationnelle. Et là, effectivement, Céline nous invite à faire rentrer davantage des collaborateurs dans la prise de décision. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le gouvernement de l'entreprise, parce que l'entreprise, c'est un objet politique. Et son gouvernement, il est tenu plutôt par les personnes qui ont les cordons de la bourse, ses actionnaires, ses dirigeants. Et en fait, ne pas ouvrir le gouvernement de l'entreprise, mais imposer une gouvernance ouverte, c'est mettre les collaborateurs dans une injonction paradoxale. Donc repenser le travail, c'est aussi vraiment repenser la prise de décision, mais c'est repenser la question du pouvoir dans l'entreprise. Je pense que c'est très important, parce que si on ne fait qu'agir au niveau de la gouvernance, en réalité, on ne modifie pas le système en place. Et effectivement, je rejoins vraiment Céline sur la question de sortir du modèle de la Startup Nation, avec juste l'esprit entrepreneurial qui va sauver notre planète, avec lequel on va pouvoir adresser tous les défis dans une logique hyper progressiste qui repose sur de la technologie. Non, en fait, on a déjà tout ce qu'il nous faut pour résoudre les problèmes auxquels on est confronté. Et c'est notamment, j'en reviens vraiment à cette question de la coopération. Mais en fait, si on attend des innovations qu'elles nous sauvent, on a vu où le système basé sur de l'innovation et la croissance nous a amenés. Donc si on ne change pas cet état d'esprit, si on ne sort pas de l'état d'esprit entrepreneurial, en fait, on n'ira nulle part. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avenir pour l'entreprise. Encore une fois, effectivement, il y a un avenir. Je pense qu'il est plutôt radieux, mais au-delà de repenser le travail, c'est repenser toute la structure même de l'entreprise qui est nécessaire, quoi. Effectivement. Pour le coup, je me tourne vers toi, Benjamin, sur la question de la gouvernance. Comment est-ce que ça a été accompagné au niveau de la gouvernance, ce changement-là ? Comment est-ce qu'on, pardon ?
Comment est-ce que ça a impacté la gouvernance, ce changement des horaires de travail? C'est plutôt le modèle de gouvernance qui a permis ce changement-là, je dirais. Le modèle de gouvernance a été inspiré de Lalou depuis un peu le début. À partir du moment où on a recruté les premiers salariés, c'est ce qu'on a mis en place. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis sur l'entrepreneuriat va pas nous sauver. Je pense que l'entrepreneuriat productiviste, sans se poser la question des externalités, sans les intégrer, va effectivement pas nous sauver, mais là ce que fait Arthur c'est de l'entrepreneuriat et ça fait partie des choses qu'il faut faire, et heureusement qu'il y a des gens qui ont autant d'énergie pour faire avancer les choses. Ce que tu fais là c'est de l'entrepreneuriat mais sur les modèles d'organisation, enfin je veux dire et heureusement qu'il faut entreprendre, et il y a énormément de choses à changer et on n'a pas du tout les outils, et là je suis vraiment pas du tout d'accord, on n'a pas du tout les outils pour se sauver nous-mêmes. On ne peut pas là juste décider qu'on est capable de gérer des sociétés qui sont aussi grandes sans des modèles d'organisation qui sont plus vertueux, et c'est effectivement à nous d'inventer des modèles d'organisation, mais ça c'est de l'entrepreneuriat, ça c'est du travail à faire. Comment ? Oui, c'est du politique, mais les politiques c'est des gens qui s'engagent, et toi tu t'engages là, c'est probablement une partie de ton travail, et pour moi, et j'étais pas tout à fait d'accord non plus sur la partie sur la notion de travail et sur ne pas moraliser le travail. Je pense que pour moi, c'est plutôt redéfinir le travail et comment est-ce qu'on... Enfin, il y a plusieurs définitions de travail et pour différentes personnes, ça représente différentes choses. Si je parle du travail, il y a quelqu'un qui bosse dans une usine qui se pète le dos, forcément, c'est pas quelque chose qui va être vu positivement, et si c'est complètement taylorisé, qui voit pas... qui se sent pas responsable, c'est pas quelque chose qui est positif. Et du coup, il y a une question de qu'est-ce qu'on a envie que le travail soit plutôt que de mettre le travail de côté. Et nous, typiquement, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi sur le 4 jours par semaine. Et sur le 4 jours par semaine, sincèrement, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi. C'est-à-dire qu'on est resté dans une dynamique de productivisme qu'on a condensé sur 4 jours à production constante. Donc on a dégagé une journée par semaine qui permet aux gens d'avoir plus de temps pour d'autres choses, pour du travail. Moi, ce que je considère être du travail, là, ce que je fais là, c'est sur ma journée de off. Et du coup, je considère que c'est du travail, mais du travail où j'ai pas d'indicateur pour me dire j'ai participé à cette réunion, etc. Mais je considère que c'est du travail qui est... Ouais, c'est un peu ça chez nous, mais les gens ont pas envie de bosser quand même. Voilà, moi je voulais juste amener mon point de... Bon, merci beaucoup. Avec l'intermède, je pense que c'est le signifiant que nous avons presque terminé. Est-ce que juste, peut-être le mot de la fin pour Arthur, peut-être, ou Roxane, à moins que tu veuilles répondre? Non, mais c'est passionnant. Enfin, en fait, on pourrait parler toute la journée de la question du travail. Tout à l'heure, Céline a mentionné les autres types le travail qui n'est pas reconnu, notamment le travail de reproduction sociale. Donc, si on se place dans une logique de transition écologique féministe, il y a aussi toute cette question-là qui peut être reconnue par le fait de travailler que 4 jours par semaine. Tu parlais de la question de comment est-ce qu'on se sort en fait d'un modèle productiviste. J'ai lu l'exemple d'une entreprise anglaise qui est passée sur 4 jours. Et donc, la solution qu'ils ont trouvée, c'est d'adopter le deep work. Donc, le deep work, c'est des sessions de travail dans lesquelles tu n'es pas dérangé. Donc, toutes les réunions prennent lieu uniquement avant le déjeuner ou à la fin de la journée. Elles durent 15 minutes. Tu n'as pas le droit de poser des questions. Tu dois les noter pour les garder à la fin. En fait, on est dans la déshumanisation du rapport social au travail, alors que c'est un lieu de sociabilisation. Enfin, je crois que, je ne sais pas ce qui vous fait vous lever chaque matin, mais je pense que c'est en partie de retrouver vos collaborateurs et de vivre quelque chose ensemble, une aventure collective. Donc voilà, il faut faire attention à ça aussi, de ne pas pressuriser davantage pour perdre ce lien social. Et nous, c'est une des choses qu'on a mesurées, c'est effectivement, là ce que tu décris, c'est ce qui se passe pour nous aussi, et c'est effectivement quelque chose qu'il faut sur laquelle les gens savent qu'ils gagnent une journée en plus, et en même temps, on veut plus d'efficience, donc on a effectivement pas réussi à se dépasser ce modèle-là, nous. J'ai le droit de la remercier quand même. Il faut conclure, Lorraine. Eh ben, on va conclure. Donc, je vous remercie énormément. Et ça annonce des choses absolument passionnantes. Et effectivement, je te rejoins, Arthur, en tout cas, sur l'aspect passionnant de ce qui nous attend demain en termes de projets politiques, de projets de coopération et de projets écolo-économiques. Merci beaucoup à vous quatre. Bonne journée. Merci tout le monde et bonne journée. Merci à tous les 5.